Donc bonjour à tous. Donc comme je viens de le dire, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation. L'idée c'est pas que je parte tout seul dans ce que je sais et que vous soyez aussi content de faire cette conférence avec moi et que vous appreniez des choses. Donc n'hésitez pas à poser des questions dès que ça vous semble peu clair ou que vous avez des questionnements tout simplement sur ce que je viens de dire. Tout d'abord, avant de débuter, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous connecter. Donc c'est un outil qui s'appelle WooClap et qu'on peut utiliser sur son ordinateur ou sur son portable. Vous avez même le QR code si vous voulez. Le QR code en ce moment on le connaît bien. Donc là, normalement vous devriez pas avoir de problème à le scanner. Et donc dès lors que vous l'avez scanné, vous pourrez en fait interagir. Vous allez avoir la présentation normalement qui va apparaître sur votre portable. Et vous pourrez répondre aux différentes questions que je vais poser. Donc j'attends un peu que tout le monde puisse se connecter. Donc pour revenir un tout petit peu juste sur la genèse de ce titre, Cellules en crise, cellules de crise. Donc je ne sais pas si ça vous a interpellé. Et le but c'était ça en tout cas. Donc c'est de se dire qu'en fait on a de plus en plus aujourd'hui de cellules de crise qui émergent en fait un peu partout. On n'a pas 1 à 2 journées sans qu'on entende il y a une cellule de crise qui s'est formée dans telle et telle entreprise. Et donc en fait on peut se poser la question, est-ce que cette cellule de crise elle peut elle-même rentrer en fait en crise? Et en fait c'est un peu l'objet. Alors on va pas y répondre aujourd'hui, ça sera plutôt des questionnements plutôt que des réponses. Vous savez que la recherche c'est le but, c'est de poser des questions, pas forcément de donner des vérités, surtout dans les sciences humaines et sociales. Donc je vois qu'il y a 24 personnes, au pire ça sera toujours indiqué normalement en haut quand je passerai les diapos. Donc si vous souhaitez venir intégrer la partie de la présentation, il n'y aura pas de difficulté. Donc la première question que je vous propose, c'est déjà qu'est-ce que vous attendiez de cette conférence lorsque vous êtes venu, lorsque vous êtes déplacé? Qu'est-ce qui était pour vous intéressant? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et on mettra un peu un nuage de mots et j'essaierai de faire un lien en fait avec ce que vous m'avez dit et que ce soit pas seulement, comme je disais tout à l'heure, une présentation qui soit très ascendante, enfin descendante plutôt. Donc n'hésitez pas à noter ce qui vous semble intéressant. Donc il y a plein de termes. Je peux rajouter encore un peu de temps si besoin, s'il y en a qui n'ont pas terminé. Donc il y a des points intéressants. Enfin, tout est intéressant, je ne voudrais pas blesser des personnes ici présentes. Non, tout est intéressant et on peut peut-être faire un peu des liens. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui souhaitent dire pourquoi ils ont utilisé ce mot. Si c'est le cas, n'hésitez pas, on peut en discuter. Après, il y a des points qui sont quand même, enfin en tout cas qui me semblent intéressants, notamment la notion d'avenir. Je crois que je l'ai vu quelque part, je ne sais pas où elle est. Ah oui, elle est ici là. Donc l'avenir, alors je pense que le sens de ce terme, c'est de dire que les cellules de crise vont être amenées à être un peu l'avenir de notre société du fait des nombreuses crises qui surviennent de plus en plus. La notion d'anticipation aussi, elle est intéressante dans le cadre des missions, notamment des cellules de crise. Il y en a une qui est l'anticipation, ou en tout cas elle n'est peut-être pas appelée tout le temps de cette façon, mais elle est intéressante dans le cadre d'une cellule de crise. On verra pourquoi par la suite. La notion de leader, donc ça c'est aussi intéressant, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont indiqué, qui veulent dire quelques mots.
où ils ont peur pour l'instant et ça se décantera au fil du temps. Donc la notion de leader, elle est intéressante dans le cadre des cellules de crise, puisque ça va être aussi l'objet de la présentation, c'est qu'à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui prend un peu les rênes de cette cellule de crise. Et notamment à l'UTT, on a une formation qui s'appelle Diplôme universitaire de coordinateur de cellules de crise. Et donc on fait le pari que s'il y a une personne qui doit être formée à la gestion de crise, c'est ce coordinateur, donc un peu ce leader. Alors après, on a les industries, on a évité de mettre en place cette cellule de crise. Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de la littérature. Un des changements a été justement dans l'idée d'être proactif par rapport à la gestion de crise. Donc voilà, s'il y en a d'autres qui veulent le faire émerger d'autres points, n'hésitez pas. Donc maintenant, je vais vous demander un mot qui vous fait penser au terme crise. Donc un mot, on essaie d'avoir un terme qui vous semble intéressant. Donc c'est pareil, je vais mettre le nuage de mots. Alors le mot Covid revient évidemment. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Rupture. On a des termes qui se rejoignent, tels que déséquilibre, hors de contrôle, jugement et décision, intéressant, risque, série d'événements, bon ça se stagne un peu, fonctionnement. Donc ça, c'est des termes en fait qui vont revenir finalement dans la présentation, notamment au tout départ la notion de catastrophe. La notion de catastrophe, elle fait finalement référence à tout ce qui est en lien avec la crise comme un événement, mais on va y revenir. Donc du coup, le terme crise, dans le langage, en grec, il signifie décision, c'est krisis. Alors, pas que je veuille vous montrer que je parle grec, mais c'est intéressant parce que le terme décision, il revient souvent en cellule de crise. On a beaucoup de liens avec l'aide à la décision et la décision. Et donc, en fait, ce que ça revient à dire, c'est que le mot crise, maintenant, ça veut plutôt dire indécision. Et en fait, ça dépend finalement de ce qu'on entend par le terme crise, et ça dépend également de l'objet d'étude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va étudier. C'était beaucoup plus simple lorsqu'on parlait d'économie, lorsqu'on parlait de la crise économique, puisque en fait on voyait qu'il y avait une augmentation du chômage, diminution de la production, donc on disait « Ah, yeah, c'est bon, on est en crise économique ». Alors que finalement, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué et ça dépend finalement de ce qu'on cherche à observer. Lorsqu'on observe l'individu, on peut imaginer qu'il y a des crises d'hystérie, par exemple. Donc là, c'est plutôt un aspect psychologique. Lorsqu'il y a des crises diplomatiques, plutôt en lien avec les affaires étrangères, etc. Et en fait, ça dépend de notre objet d'étude. Et nous, notre objet d'étude à l'UTT, dans le cadre de la gestion de crise, c'est les organisations. C'est-à-dire qu'on part de l'organisation. Et donc lorsqu'on parle de l'organisation, on va prendre en compte dans un premier temps la crise comme événement. Alors je ne vais pas vous passer la diapositive, ce n'est pas le but, je vais plutôt vous expliquer ce que ça veut dire la crise comme un événement. En fait, la crise comme un événement, ça vient des États-Unis pendant les disaster studies dans les années 60. En gros, on a eu beaucoup d'accidents, de catastrophes naturelles qui ont émergé. Et en fait, les autorités se sont posé la question de comment en fait, on pouvait s'organiser pour éviter que la crise fasse beaucoup de morts, de blessés, de victimes, donc pour les conséquences de la crise. Et on avait un besoin finalement de créer des typologies.
c'est-à-dire créer des catastrophes, enfin on crée des cases en fait, hein. On se dit voilà, pour telle catastrophe on va plutôt mettre en place telle organisation, pour telle autre on va mettre en place une autre organisation, et donc on se concentrait vraiment sur ces catastrophes. Il y a Bhopal notamment, Srivastava là, qui a travaillé sur l'accident de Bhopal, et en gros c'est comment on va s'organiser dès lors qu'il y a l'accident, comment on va faire pour qu'il y ait le moins de morts possible et que ça entraîne le moins de conséquences négatives par la suite. Donc ça a été un peu les premiers pas de la crise comme un événement, donc c'était l'événement qui déclenchait la crise. Ensuite, il y a eu ce que j'appelle le virage Roux du Fort. Roux du Fort, c'est un chercheur en théorie des organisations qui est canadien et qui, lui, en fait, s'est dit, mais en fait, c'est bien de travailler sur l'organisation de la gestion de l'événement, mais finalement, on peut prendre en compte ce qui se passe avant, notamment les signaux faibles, les signaux d'alerte, et en fait, de se dire, en fait, l'organisation, on se rend compte que parfois, il y a des signaux faibles qui nous amènent à un événement déclencheur et qui nous amènent à des conséquences. Et donc, lui, il s'est posé la question de comment on va faire pour avoir une démarche qui est plutôt proactive, un peu comme la prévention des risques, sauf que là, c'est pas de l'accidentel, mais du coup, se concentrer finalement sur ce qui se passe en amont de cet événement déclencheur. Parce que finalement, on sait qu'une fois qu'il y a l'événement déclencheur, il y a une organisation des secours qui va venir, plus ou moins performante, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Et lui, il a travaillé plutôt dans la partie industrielle, donc dans les industries. Ensuite, il y a des travaux qui sont plus intéressants, qui sont pas plus intéressants, mais qui éclairent d'une autre manière. C'est les travaux de Ahlgren. Donc depuis 2018, on a une autre structuration par ce qu'on appelle le contexte. Donc lui, en fait, il se dit, bon, bah, la crise, c'est bien beau, mais une fois qu'on a dit qu'on était en crise, on ne sait pas trop ce que ça revêt comme particularité. Et donc du coup, lui, il s'est dit, plutôt que de parler de crise comme événement ou de crise comme processus, il va prendre en compte les événements extrêmes. Donc l'événement extrême, pour lui, finalement, c'est un peu la partie que je vous ai donnée, un peu comme la crise comme un événement, sauf que lui, il parle des événements extrêmes. Et en gros, il dit que le contexte global des événements extrêmes, il appelle ça le contexte extrême. Et en gros, il en définit 3 différents. Le premier, c'est des contextes plutôt à risque, c'est-à-dire qu'on a un accident, on a un événement qui est potentiel, on l'analyse des risques, je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà fait, on essaie de calculer la probabilité, la fréquence et la gravité de ce qui va se passer. Donc ça, c'est plutôt les contextes à risque, on a un événement potentiel. Ensuite, on a les contextes d'urgence, donc là, c'est un événement qui est avéré, c'est-à-dire qu'on a un problème à un instant T, ça c'est l'événement extrême, et donc on a des causes plutôt qui sont à l'intérieur de l'organisation. Et enfin, les contextes de rupture, donc c'est ceux qui vont nous intéresser un peu plus. Là, c'est lorsqu'il y a une cause qui est exogène. Donc on a l'événement qui est avéré également, mais ça ne vient pas forcément de l'intérieur de l'organisation. En fait, on a souvent des résurgences qui vont entraîner des difficultés pour l'organisation à se stabiliser et à gérer la situation. Pas de questions pour le moment, si... Non ? Oh, j'ai eu peur. Alors, je vous montre un peu Alors, c'est un schéma que j'ai réalisé pour bien différencier en fait tous ces contextes et pour amener en fait à la crise qui nous intéresse, c'est-à-dire la crise organisationnelle. Donc, en fait, on se rend compte que dans les organisations, elles sont soumises à des enjeux de sécurité plus ou moins importants en fonction du type d'organisation. Et donc, les organisations, elles essaient, en fait, lorsqu'elles sont dans leur quotidien, donc lorsqu'elles gèrent en fait leurs processus normaux, elles vont essayer d'analyser des risques, de planifier, de faire des retours d'expérience d'incidents, d'accidents, etc. Et elles vont, par exemple, mettre en place leur plan de continuité d'activité, dans un but que si à un moment donné il y a un gros problème, le plan de continuité d'activité nous aidera à dire ça c'est important, il faut absolument qu'on gère cette partie-là de notre processus.
Et donc, lorsqu'on a un événement déclencheur, bah, ces organisations, elles mettent en place les plans qui sont associés à l'événement, le plus souvent. Si on prend un parti d'aller dans le public, on a tout ce qui est dispositif de l'organisation de la réponse de la sécurité civile. C'est-à-dire que les secours, les pompiers, ils ont des plans qui sont associés à un risque particulier, tel que le risque de nombreuses victimes quand il y a je sais pas, une explosion ou un bus qui sort de la route, et ben, on va avoir beaucoup de victimes, et donc ils vont mettre en place un plan qui est associé à cet accident. Mais c'est la même chose dans les organisations privées. Dès qu'on a des problématiques, on va mettre en place un plan, un processus de gestion qui est associé. Et lorsque le processus normal de gestion se déroule, bah en fait, l'événement s'arrête à ce moment-là. La plupart du temps, finalement, on a un accident, les secours viennent, ils prennent en charge l'accident, et le plan de secours est mis en place, et il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a des moments où, finalement, on a de l'incertitude, de la complexité et de l'urgence qui vont être concomitantes, et là, on ne va plus avoir ce processus normal de gestion. Là, en fait, finalement, on va avoir une espèce de rupture socio-organisationnelle, donc au sein de l'organisation. Donc là, c'est ce qu'on appelle finalement la crise organisationnelle qui a été théorisée et la définition en fait apparaît avec l'ambiguïté des causes et des effets et l'ambiguïté des moyens de résolution. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas comment résoudre ce qui se passe, vu qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et on a également la conviction qu'il faut prendre des décisions très rapidement. Et donc là, on a un des outils qui s'appelle la cellule de crise et qui permet en fait de répondre à cette organisation, qui fait partie de ces réponses pour justement diminuer l'incertitude, diminuer la complexité et faire que l'urgence de la situation soit gérée convenablement. Sachant que cette cellule de crise, là, moi je la fais apparaître ici parce que c'est plus pertinent et c'est plus visuel, mais là, l'organisation peut très bien l'avoir mise en place ici, puisque les cellules de crise, elles sont pas forcément vierges lorsqu'elles se produisent. Enfin, les organisations ne mettent pas en place directement leurs cellules de crise. Parfois, ils ont de l'expérience dans les situations de crise. Donc, la cellule de crise, elle est déjà très formalisée. On peut prendre Air France, Orange, etc. Ils ont des cellules de crise qui sont très formalisées. Et ils savent que quand on active la cellule de crise, quand le décideur active, et ben, il y a tout le monde qui vient à un endroit, et ça veut dire que l'organisation est mature. Mais il y a des organisations qui n'ont pas cette maturité, et qui donc ont des difficultés parfois à créer cette cellule de crise. Mais on va voir qu'il y a aussi des questionnements et des problématiques qui sont associés. Alors, ces questionnements, les voici, les voilà. Alors, comme je vous disais, hein, vous avez des organisations qui sont très matures en termes de gestion de crise, très matures dans le cadre de l'organisation de la réponse en lien avec la cellule de crise. Mais parfois, finalement, on se rend compte que même une organisation qui est très robuste, eh ben, elle a des difficultés à réagir face à une situation. Alors du coup, un des exemples qui peut être intéressant, c'est l'exemple d'Orange, qui finalement, comme je vous disais tout à l'heure, a une organisation très robuste. Et finalement, ils ont eu du mal à réagir lorsqu'il y a eu la panne des numéros d'urgence. Et donc, ce qui était indiqué dans les médias, c'était que la cellule de crise était trop lente. Et en fait, elle était trop lente dans sa représentation de la situation. Ils ont mis beaucoup de temps à dire bon bah on va mettre en place la cellule de crise. Ils ont eu beaucoup de difficultés par la suite à comprendre ce qui se passait réellement. Ils ont eu dans leur dynamique de la cellule de crise déjà qu'elle a été longue à mettre en place, mais en plus ils ont eu du mal à comprendre. Et donc on va parler également de la Covid, ça faisait longtemps. Donc là c'est pareil, on a eu le rapport du général des armées Lizuret, général de gendarmerie, qui a été missionné par le Premier ministre. Il lui a dit d'essayer de comprendre comment s'était passée la gestion de la Covid-19. Et donc les résultats... Alors, je ne vais pas vous expliquer tout son rapport, mais parmi les résultats de ce rapport, on a notamment la notion de la cellule de crise où, en fait, les rôles de chacun n'étaient pas très bien attribués et, en fait, on ne comprenait pas ce qui s'y passait, quoi. Donc, on se rend compte quand même que c'est assez intéressant. On a quelque chose qui est privé avec Orange, qui a quand même normalement une organisation robuste, et on a une partie publique
où l'organisation de la réponse de la sécurité civile, elle est très bien schématisée, on a tout qui va normalement super bien, et finalement on voit qu'on a quand même des problématiques. Et en fait, c'est tout l'objet de ce qu'on étudie, à savoir la cellule de crise. Donc là, vous avez normalement des différentes images, et je vous invite à répondre à la question, selon vous, quelle est ou quelles sont les images qui montrent une cellule de crise? Donc pour information, on a différentes cellules de crise qui sont... donc c'est des cellules de crise qui sont réelles, hein, c'est des vraies photos. Je laisse les derniers répondre. Encore quelques-uns. Bon, ça bouge pas trop, je vais indiquer donc les réponses correctes. Et donc les 4 réponses sont correctes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. On a ici un centre opérationnel départemental, ici on a un COS, un centre opérationnel zonal, ici on a le poste de commandement de l'OTAN, et ici on a un poste de commandement communal. Donc bon, cette photo, c'est vrai qu'elle ne montre pas forcément le centre opérationnel zonal, mais l'ensemble des outils fait référence à cela. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une multitude de représentations. J'imagine que quand vous avez lu le titre, vous vous êtes représenté une cellule de crise. Vous vous êtes dit, ah bah moi, ce que je pense d'une cellule de crise, c'est des gens qui sont dans une salle, ou des gens avec des ordinateurs, ou des gens sans rien qui font que de discuter d'on ne sait pas quoi. Donc on a tous notre imaginaire en fait de la cellule de crise. Et ce qui est intéressant finalement, c'est d'essayer de voir les dénominateurs communs. Et parmi les dénominateurs communs qu'on pense avoir trouvé, hein, parce que c'est toujours dans une amélioration continue, on a notamment la centralisation de l'information. On voit que finalement ces 4 cellules de crise, elles sont complètement différentes dans leur fonction, hein. Chaque personne fait des choses différentes en fonction de l'événement, mais par contre, une de ses prérogatives, c'est de centraliser de l'information. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit qu'en fonction de... Même si les cellules de crise sont complètement différentes, on a quand même des dénominateurs communs. Et donc nous, on a cette cellule de crise comme objet d'étude, et donc on se pose la question de pourquoi en fait on a une augmentation de ce genre d'organisation dans notre société. Donc il faut savoir que si on prend une étude, il y a une étude très récente sur la pandémie là, qui dit que 89% des organisations ont mis en place leurs cellules de crise pendant la pandémie. Alors pour y faire quoi? En quelle finalité? On ne sait pas. Ou en tout cas, eux, j'espère qu'ils le savent. Parmi les autres questions qu'on se pose, c'est quelles sont les modalités d'action collective. En fait, à l'intérieur de cette cellule de crise, on a une dynamique de groupe, on a des gens. Donc on se demande comment ils réalisent leur mission. Et donc on s'intéresse vraiment aux modalités d'action collective. On ne s'intéresse pas à la particularité métier. Chaque métier a ses particularités, mais nous, notre but, c'est pas de nous intéresser à ça, c'est de nous intéresser à l'action collective et à la dynamique de groupe. Et donc les ambitions, c'est de savoir quelles sont les conditions de réussite. Comment on fait pour que ça marche mieux. Une autre question, d'après vous, parmi ces définitions, quelle est ou quelles sont celles qui peuvent définir une cellule de crise ou l'activité de la cellule de crise? Je vais mettre normalement, vous pouvez l'avoir un peu plus en grand. Peuvent se rapporter donc à la cellule de crise. Vous avez 3 réponses qui s'offrent à vous. . 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
N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. J'essaierai du moins. Je laisse encore un peu de temps. Personne ne répond. Vous ne serez pas noté à la fin. Comment? Il y a un bug? Ah, ok. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Donc du coup, c'est comme l'école des fans, tout le monde a gagné du coup. Tout le monde a la réponse correcte. Ah voilà, en fait, c'est juste que c'était pas indiqué qui avait répondu. Alors, du coup, nous, la définition qui nous intéresse en tout cas, c'est le fait de dire que notre cellule de crise, en fait, c'est un petit groupe de personnes qui va travailler au profit d'un décideur. Donc le décideur, c'est celui qui a la responsabilité et qui, en fait, va prendre les décisions. Et ce petit groupe de personnes, ça va l'accompagner dans la compréhension de la situation. Donc à réduire la complexité, notamment à réduire l'incertitude. Et donc on a donc ce que je viens de dire, en fait, hein, cet outil qui est assez intéressant et qui est de plus en plus d'actualité. Donc on parle d'un outil opérationnel parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, hein, il centralise les informations, il permet de coordonner les actions et il est réactif. Il est réactif notamment dans la possibilité de réunir des personnes très rapidement. C'est tout l'intérêt du COD, le centre opérationnel départemental, hein, qui est à la préfecture. Le préfet, il appelle tous ses services et les services débarquent d'un coup. Et il trouve ça très intéressant, ces services, parce qu'au lieu de s'appeler toutes les 15 secondes pour partager de l'information, bah, ils sont tous ensemble réunis autour d'une table. C'est un outil politique. En effet, hein, on voit bien que lorsqu'on met en place sa cellule de crise, hein, on montre l'exceptionnalité de la situation, donc on dit c'est parti, on va gérer maintenant. Donc c'est un acte assez politique, c'est aussi un acte de communication, c'est un acte médiatique. En effet, on va mettre en place une stratégie de communication, et c'est un outil affectif pour le décideur. Alors c'est un peu la bunkérisation, hein, selon Patrick Lagadec, hein, qui disait que en fait, la cellule de crise peut devenir un bunker où finalement on recrée une histoire mais qui n'est pas la bonne, puisque tout l'intérêt de la cellule de crise, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, et donc pas de recréer une histoire. Et c'est un lieu sécurisé de repli, donc lorsqu'on a besoin de réfléchir au calme, eh ben on se dit que d'être dans sa cellule de crise, eh ben ça va nous permettre de réaliser cette mission. Et donc l'activité de la cellule de crise, on l'a définie, donc c'est pareil, c'est une définition qu'on propose, hein, c'est défini comme l'action collective d'un groupe restreint, donc toujours au service du décideur, dans un espace-temps fini. Alors dans un espace-temps fini, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une organisation temporaire, hein, qui a un début et qui a une fin. On se doute bien que la cellule de crise, elle dure pas 30 ans, ça ne devient pas une organisation permanente, même si là, ça se questionne dans le cadre de la pandémie. Il y a encore des cellules de crise qui sont activées et qui sont actives. Et l'objectif, donc, comme je disais tout à l'heure, est la réduction de la complexité de la situation à une représentation partagée et utile d'informations pour la prise de décision. Dans tous les cas, son objectif final à cette cellule de crise, c'est d'aider à la décision par rapport aux décideurs. Et donc, ce qu'on cherche à éviter au sein de cette cellule de crise, bah, c'est finalement ce qu'on vient de dire à l'inverse, hein, c'est-à-dire la rupture dans la construction de la prise de décision, c'est-à-dire qu'on a des écarts de représentation qui sont trop importants. Alors certes, on est dans le vraisemblable, hein, on imagine ce qui se passe à l'extérieur, on essaie d'interpréter ce qui se passe à l'extérieur, puisqu'on a des informations qui viennent, mais l'idée, c'est pas de se représenter ce qui n'est pas la réalité. Une des ruptures également, c'est le blocage de la décision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en lumière, mis en évidence l'ensemble de la représentation partagée, bah, si on bloque la décision, si on n'est pas capable de décider, bah, la cellule de crise ne joue plus son rôle. Ou en tout cas, elle ne joue plus son rôle d'aide à la décision. Une paralysie du traitement de l'information,
Donc là, c'est également ce qu'on cherche à éviter, puisque si on n'a plus d'informations à l'intérieur de la cellule de crise, la cellule de crise ne sert plus à rien. On peut imaginer, il y a des exemples très concrets, notamment en lien avec les PCO, les postes de commandement opérationnel qui vont sur le terrain. Et lorsque le décideur est sur le terrain, en fait, la cellule de crise qui est normalement présente dans les locaux, notamment de la préfecture, eh ben, en fait, n'a plus d'informations puisque tout le monde est proche du décideur et donc on a des difficultés de compréhension et on a une paralysie de l'information. Et une désagrégation de la dynamique de l'action collective. Donc là, c'est tout ce qu'on cherche évidemment à éviter dans le cadre de la dynamique de groupe. Si les forces désorganisantes sont plus importantes que les forces organisantes, c'est-à-dire que si on a le besoin de désorganiser, c'est qu'on n'est pas bien parti. Et donc, comme je vous disais aussi au tout début de la présentation, un des rôles qui est majeur, qui nous semble important, c'est le coordinateur de cellule de crise. Donc c'est lui en fait qui doit, si on devait former une seule personne dans cette cellule de crise, ça serait ce coordinateur, puisqu'il nous permet finalement d'être un peu le chef d'orchestre de tout ça, et nous permettre en fait de gérer au mieux la situation en prenant en compte l'ensemble de la dynamique de groupe. Donc comme on le disait, le 3C qui est pivot de l'action collective, le coordinateur de cellule de crise. Donc comme toute action collective, la cellule de crise elle a sa propre dynamique et donc ça nécessite forcément une coordination. On a toujours un problème de coordination dès lors qu'on a un groupe. Et donc, il y a besoin de stabilité et d'équilibre, de la réalisation des missions importantes de la cellule de crise, la maîtrise du temps et de l'espace, le lien avec le décideur, puisque je vous rappelle, c'est une des prérogatives, c'est de permettre l'aide à la décision, et la gestion des ressources, des tensions et des conflits. Et donc l'idée, c'est l'intérêt de l'organisation, donc l'intérêt de la coordination au sein des cellules de crise. Ça va permettre en fait une efficacité des activités et une pérennité de la cellule de crise. Quand on ouvre une cellule de crise, on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Donc si on se dit, bon, bah, moi j'en ai pour 2 heures et je m'en vais, ça peut poser des difficultés. Donc c'est important de gérer les potentiels et de les gérer surtout dans la durée. Compensation des compétences individuelles, en effet, le fait d'être un groupe, ça permet aussi de compenser des lacunes qui peuvent être parfois individuelles, notamment du fait du manque d'expérience ou du manque de connaissances sur un sujet propre. Et donc la dynamique de groupe favorise ça et permet finalement ce que j'appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire la mise en émergence de nouvelles idées par la combinaison en fait, des connaissances de chaque personne. Donc voilà en ce qui concerne la cellule de crise. Je voudrais juste terminer sur un point en lien avec cette cellule de crise, notamment la plateforme Présage de l'UTT. Donc la plateforme Présage qui permet en fait de créer des scénarios, de créer en fait un espace où des personnes peuvent venir assister et réaliser en tant que joueurs des simulations. C'est le cas notamment du diplôme universitaire de coordinateur de cellules de crise. Donc là, en fait, on a l'opportunité, grâce à ce diplôme universitaire, de mettre des personnes qui sont spécialistes de la gestion de crise dans une salle et de leur faire jouer un scénario d'exercice qui peut être un scénario de gilet jaune, qui peut être un scénario de pandémie ou de tout ce que vous voulez. On les fait jouer et en fait l'intérêt c'est d'avoir en fait des cellules vierges. Alors les cellules vierges, c'est vierge en fait de relations, vierge de dynamique de groupe. En fait, vu qu'ils ne se connaissent pas, on les met dans un premier temps dans une cellule de crise. Et l'idée, en fait, c'est de comprendre comment ils vont se coordonner au fil du temps. L'avantage qu'on a, c'est qu'ils font 4 simulations à la suite. Et donc, cela permet d'avoir des données de la recherche très importantes et très intéressantes, notamment dans les premiers résultats que je peux donner aujourd'hui. On a notamment cette notion de coordination explicite et implicite. Alors la coordination explicite, c'est par l'ensemble des mécanismes de coordination, type la communication verbale, les plans, les procédures, etc. Et la coordination implicite, qui, elle, est plutôt en lien avec les modèles mentaux qu'on partage, c'est-à-dire on va être dans la capacité de comprendre ce que fait l'autre sans forcément lui parler.
Et on se rend compte finalement que lorsqu'on a les premiers exercices, il y a beaucoup de coordination explicite, les gens communiquent beaucoup de manière verbale et ont tendance à beaucoup utiliser les plans, les procédures. Et on voit qu'au fil du temps, on a justement la coordination implicite qui augmente et la coordination explicite qui diminue. Et donc à la quatrième simulation, quatrième et dernière simulation, on voit bien que les gens ils sont beaucoup plus, ils se connaissent beaucoup plus et donc ils ont tendance à moins utiliser la communication verbale parce qu'ils savent que l'autre est en train de faire ce qui lui aurait demandé à la première simulation et ce qu'il ne lui demande pas aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les premiers résultats qui peuvent être donnés et du coup on s'intéresse vraiment à cette notion de coordination dans les cellules de crise. Et donc je voudrais aussi remercier parce que c'est aussi l'occasion. Hein. Tout ça, ça se fait grâce à un écosystème finalement, un écosystème avec notamment l'Institut de sécurité globale appliquée. On a le master IMSGA qui est fortement représenté aujourd'hui et qui contribue aussi à cela. Donc c'est pas que des chercheurs qui travaillent seuls. On a également la chaire gestion de crise qui finalement est directement en lien avec cette cellule de crise. Donc c'est toutes ces personnes, hein, c'est jamais une seule personne qui fait de la recherche, surtout dans la recherche. C'est vraiment un assemblage de personnes qui permettent en fait de faire émerger des nouvelles idées et d'être finalement intelligents collectivement. Donc voilà, et je voulais juste finir, j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser des citations, mais je l'ai trouvé tout à l'heure et je me suis dit qu'elle serait intéressante pour clôturer. J'ai donc lu très récemment une citation de Léonard de Vinci qui disait qu'en fait, toute connaissance commence par les sentiments. Et en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans les couloirs, c'est que c'est toujours quelque chose qu'on aime, qu'on va chercher à travailler. Et donc du coup, je pense qu'il faut vraiment continuer, dès lors que vous aimez quelque chose, allez-y à fond et ça sera toujours bénéfique pour vous. Donc voilà, merci à tous et je suis prêt à répondre à vos questions. Ou pas d'ailleurs. C'est que j'ai été très très clair. Ou alors que c'est pas intéressant. C'est possible aussi. Ça fonctionne, voilà, nickel. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai une question pour toi. C'est pas possible. Déjà, merci pour l'intervention. Ça permet de voir un petit peu les mécanismes, comprendre un petit peu comment ça se passe en cellule de crise. Moi, la question que j'avais pour toi, c'est de savoir, est-ce que l'informatique ou l'intelligence artificielle pourrait éventuellement jouer un rôle ou aider dans le cadre d'une crise et dans un processus de décision? Voilà, c'est une question très générale. Alors, à toute question générale, je vais essayer d'être général aussi. Alors, je pense que oui, ça peut évidemment aider. Hein. Tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle fait émerger de nouvelles possibilités. On n'en est qu'à ses prémices. Et en fait, si on fait un lien avec la cellule de crise, dès aujourd'hui, on a de la technologie, alors pas forcément sous la forme d'intelligence artificielle, c'est lapsus, mais en tout cas, on a de la technologie qui est déjà présente dans des centres, dans des postes de commandement. Notamment, on a des drones là, on a un projet ANR avec des drones fabriqués par Airbus qui, eux, ont de l'intelligence artificielle et qui permettent en fait de voir s'il y a des personnes, s'il y a des victimes qui sont seules, qui sont allongées, qui sont pas bien. Et en fait, ça permet en fait de donner du vrai à la cellule de crise et d'être dans la capacité de voir ce qui se passe réellement et d'envoyer des équipes, pourquoi pas, si c'est possible. Et donc l'intelligence artificielle a forcément un rôle. Après, comme on est dans les sciences humaines et sociales, on a forcément le lien entre les deux qui est toujours important et qui va faire évoluer les pratiques des cellules de crise et de la dynamique de groupe, forcément. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as parfaitement répondu à la question et c'est vrai que ça peut permettre de réduire aussi la complexité et de collecter de l'information, comme tu viens de dire, notamment pour les forces de l'ordre, envoyer des drones, etc. Donc,
Est-ce que vous aviez éventuellement d'autres questions? Ah, oui, au fond de la salle. Attendez, il y a le micro qui arrive. Désolé, je vous entendais, mais je préfère. Ouais. Merci. Je me demandais si la crise Covid qui avait fait émerger de multiples cellules de crise un peu partout, que ce soit au sein des entreprises, des organisations publiques, de tout niveau, n'était pas venu un petit peu, entre guillemets, polluer ce que l'on peut entendre de l'efficacité d'une cellule de crise, de pas créer des échelons qui finalement sont pas forcément utiles, ou est-ce qu'au contraire ça a souligné de nouveaux besoins dans une cellule de crise qui doit plus se centrer sur le terrain, sur certaines personnes clés qu'on n'avait pas forcément relevées avant? Merci pour la question. C'est très intéressant parce qu'en effet, on l'a vu qu'il y a une multiplication des cellules de crise. Et en fait, je vous invite à lire le rapport du général Lizuret, puisqu'en fait, il met en évidence ça, cette surexploitation des différentes cellules de crise. Et finalement, on ne savait plus quel rôle était chaque cellule de crise avait un rôle, mais on ne savait pas quel était son rôle. Et en fait, je ne sais pas si ça a que des effets négatifs, mais en tout cas, lui, il en a relevé quelques-uns. Et je pense que c'est des pistes à creuser, le fait d'avoir une surmultiplication de ces cellules de crise qui, finalement, à la fin, on ne sait plus quel est le rôle de chacune d'entre elles. Bonjour. Bonjour. La gestion de crise a évolué de façon très importante ces 20 dernières années, notamment avec les réseaux sociaux. On peut par exemple parler de Lactalis au moment de leur crise, où ils ont un peu géré ça comme on gérait ça dans les années 80, pour faire un peu simple, en refusant de communiquer, en refusant d'échanger avec le monde extérieur, en se disant on va faire un peu l'autruche et on va se dire que la gestion de crise n'existe pas et dans quelques mois, personne n'en aura parlé. Mais voilà, quelle va être l'évolution de la gestion de crise, surtout pour les PME dans les années qui viennent? Et est-ce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées pour aider les PME en gestion de crise? Mais quand on vient de l'extérieur, justement, est-ce que ça peut vraiment aider une PME? Et puis une deuxième, voilà, l'évolution future de la gestion de crise, est-ce que c'est quelque chose qui est appelé encore plus à se développer et de quelle manière? Merci pour la question, c'est très intéressant. En effet, on a vu que la communication de crise en fait, devenait un enjeu primordial dans la gestion de crise. Là, on n'en a pas parlé parce que ce n'était pas tellement l'objet, mais en tout cas, la gestion de crise et la communication de crise sont très interreliées. Et la cellule de crise aussi est un élément, un outil pour essayer d'avoir des stratégies de communication. Et on l'a vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la surmédiatisation, ça va très très vite. On peut être un salarié de l'entreprise et ne pas savoir qu'il y a un problème alors que les réseaux sociaux le savent. Donc ça, c'est quand même de plus en plus important et c'est à prendre en compte. Alors je pense que c'est de plus en plus pris en compte. Alors il y a plusieurs exemples qui peuvent le démontrer. Nous, on le voit dans les formations. Notamment le diplôme universitaire dont je parlais. En fait, on a de plus en plus de personnes qui viennent de tous les domaines et qui souhaitent se former à la gestion de crise et notamment à la cellule de crise. Parce qu'ils savent, ils ont eu des expériences, comme vous l'indiquiez, des expériences où ils se sont sentis un peu démunis, ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire, ils ne savaient pas comment communiquer, ils ne savaient pas comment gérer cette situation. Même si le cœur de notre diplôme universitaire, ce n'est pas la communication de crise, mais il y a un module qui est dédié à cela. Donc je pense que c'est de plus en plus pris en compte. On a de plus en plus de boîtes de consulting qui émergent en fait et qui arrivent avec des nouvelles idées et qui arrivent avec des besoins en fait. Enfin en tout cas les entreprises ont des besoins, donc les boîtes de consulting y répondent assez amplement, on va dire, puisqu'il y en a de plus en plus. Donc je pense que c'est amené à évoluer et c'est pour ça aussi que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité parce qu'on essaie d'amener des leviers en fait
qui sont intéressants pour les futures entreprises et pour les PME notamment. Bonsoir. J'avais une question sur... il y a beaucoup de crises qu'on prend souvent par rapport à des domaines ou des thématiques. Et souvent, la temporalité par rapport à un domaine est différente. Et une crise peut engendrer d'autres crises dans d'autres domaines avec des temporalités différentes. Comment concilier, comment ça se concilie dans la gestion de crise de manière pratique ? Par exemple, si on prend la crise sociétale des Gilets jaunes, qui a entraîné beaucoup de micro-crises, comment celles qui subissent de manière indirecte la crise principale s'adaptent face à ce phénomène? Ouais, alors du coup c'est intéressant parce que je voulais justement, au début j'avais une vidéo que je voulais vous montrer sur notamment le volcan d'Islande, mais vu que je savais pas dire le nom, je me suis dit que j'allais pas la mettre. Et en fait, ça met en évidence absolument ce que vous venez de dire. En fait, il y a des résurgences. Lorsqu'il y a tous les avions qui ne pouvaient plus décoller quasiment dans l'Europe entière, bah forcément, il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a même pas pu percevoir parce que c'est tellement complexe qu'on n'arrive pas à percevoir exactement qui a eu un impact, quelle organisation a eu un impact. Après, je pense que alors, une des réponses que je peux faire, même si elle est finalement très simpliste, c'est l'idée que chaque organisation finalement va s'auto-adapter à la situation. Et même si la crise des Gilets jaunes en effet a eu plein de conséquences sur des entreprises à plus ou moins long terme, eh ben, on peut imaginer que chaque organisation l'ait pris en compte ou pas. Et qu'en fait, en fonction de ça, bah, c'est cette fameuse courbe de déstabilisation. En fait. Plus ils étaient préparés et plus ils ont eu la possibilité de s'adapter et de tendre vers une non-désorganisation. Et ceux qui malheureusement n'étaient pas préparés ou ne le sont pas, même pour on peut avoir le même propos pour la Covid, et ben en fait, ils vont avoir une appétence, si je puis dire, à aller se désorganiser. Et donc l'idée, c'est que plus on va le prendre en amont, et moins l'organisation va être désorganisée. Mais après, il n'y a pas de réponse forcément magique par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment en fonction de l'objet d'étude, hein. C'est en fonction de ce qu'on étudie qu'on peut observer en fait comment ça fonctionne. Bonsoir Monsieur Babin. Après une question sur le temps, une question sur l'espace et les distances. L'usage des systèmes d'information géographique en cellules de crise, j'imagine, a dû se développer à partir des années 2000. Et premièrement, avez-vous des retours sur ces usages-là? Sont-ils positifs, négatifs? Et deuxièmement, est-ce qu'en cellule de crise, la perception de l'espace, des distances et de la géographie en général est affectée? Alors, il y a plusieurs éléments. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, notamment en lien avec les drones. Enfin, quand je parlais qu'il y avait des entreprises qui utilisaient de plus en plus de technologies, en fait, c'est pour réduire justement cette difficulté à avoir la vérité en fait qui est sur le terrain. Et donc en fait on va forcément, avec le temps et l'espace, plus on va avoir d'informations rapidement et plus on va diminuer ce temps, qui finalement est parfois très très long. On peut prendre l'exemple de la tempête Alex où il y a eu un blackout de 15 heures. Et quand le préfet demande à ses services qui sont autour, police, gendarmerie, pompiers, ils leur disent on ne sait pas ce qui se passe. Et lorsque le décideur vous demande qu'est-ce qui se passe et que vous ne savez pas ce qui se passe, et que lui non plus, et ben là, le temps est très très long. Et pour diminuer ce temps, finalement, s'ils avaient eu de la technologie peut-être particulière, ils auraient peut-être pu aller sur les lieux, même si c'était difficile et il y avait un contexte particulier. Mais du coup, ils ont été obligés de prendre des nouvelles solutions, de faire émerger des solutions qu'ils n'avaient pas forcément en tête, qui ne sont pas forcément technologiques. Mais en tout cas, je pense que la technologie a un rôle de plus en plus important à jouer. Mais après, il y a aussi cette notion de transcription.
C'est-à-dire entre ce que le drone voit, ce que la personne qui est à l'intérieur de la cellule de crise perçoit, et comment on va l'utiliser. Et ça, je pense que c'est tout l'enjeu de ce qui va arriver plus tard avec les technologies. C'est-à-dire d'être dans la capacité d'interpréter ce qui est important pour pouvoir la transmettre à la cellule de crise et qu'elle soit en capacité de permettre une aide à la décision. Si c'est pour donner toutes les infos, ça se trouve, il y a des informations dont on n'a pas besoin. Donc c'est peut-être cette personne-là un peu qui va transférer ou interpréter cette information qui va être importante à l'avenir. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'ai essayé d'aller assez large pour y répondre. Oui, mais en partie parce que ma deuxième question, enfin du moins la deuxième partie, ouais. C'était est-ce qu'en cellule de crise, ou du moins en contexte de stress, est-ce qu'il y a eu des études ou des retours sur la perception de l'espace tout autour des gens qui sont dans la cellule de crise pour savoir si cette perception est affectée en situation de stress en cellule de crise? Alors il n'y a pas forcément de... En tout cas pas à ma connaissance, hein, je n'ai pas tout lu encore, je ne lirai jamais tout, mais en tout cas j'ai pas d'exemple en tête de ce genre d'article dans la littérature, mais je pense que c'est à creuser dans ce cadre-là. Par contre, si je peux quand même vous donner un exemple qui peut peut-être être en lien avec ça, à l'issue des simulations dans le DU3C, on propose un retour, un débriefing, un diffusing plutôt qu'un débriefing d'ailleurs, et en fait on leur donne un questionnaire où on leur demande pour eux combien de temps a duré la simulation. Et en fait, on se rend compte parfois qu'il y a des gens qui se disent « Ah, bah, ça a duré 1h30 », alors que ça a duré 3 heures. Ou l'inverse, il y en a qui vont dire « Ah, ça a duré 5 heures », non, ça a duré que 3 heures. Donc je pense que c'est affecté, enfin si on en prend mes 2-3 exemples que j'ai, c'est affecté, même si finalement ils peuvent, c'est un peu biaisé comme travail parce qu'on leur dit pas que ça va être 3 heures, mais ils se doutent bien que quand ça commence à 13 et que ça finit à 16 heures, bon, ils ont bien vu qu'il y avait 3 heures, mais sur le coup, en fait, on leur donne pas forcément ces éléments, on les met directement à écrire combien de temps ça a duré, on a une succession de questions. Je pense que c'est quelque chose à creuser, mais en tout cas, on a de la donnée là-dessus qu'on n'a pas du tout exploité encore. Très bien, merci. À creuser. Oh, une dernière question, après j'arrête. Vas-y. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon coordinateur de cellule de crise? Les qualités dans le savoir-être? C'est une très bonne question. Bon courage. Non, c'est une question auquel il est difficile de répondre parce qu'en fait, je vais étayer quand même, je ne vais pas dire que ça. Non, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des phases de coordination dans une cellule de crise. On n'est pas toujours en train de se coordonner, on n'est pas toujours en train de manager. Et en fait, il y a des moments où on va avoir plutôt des managements autoritaires et des moments où on va avoir plutôt des managements participatifs. Et en fait, parfois, pour ne pas bloquer notamment la décision, on va avoir un besoin, ou du moins l'aide à la décision, on va avoir un besoin d'aller très vite sur des missions, sur des rôles. Et on se rend compte très souvent qu'au tout début, le coordinateur, il dit « Bon, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça ». Et au fil du temps, quand on a besoin justement d'aide à la décision, là c'est plutôt un management participatif, où les gens peuvent donner leur avis et où on essaie de construire un peu les avantages, inconvénients de chaque solution. Donc je sais pas si... Alors je sais qu'il y a des études sur le leadership par rapport à ça, que j'avais lu rapidement, mais qui indiquent quelques qualités, je pourrais vous envoyer les articles associés, mais qui indiquent un peu les qualités d'un coordinateur. Alors là, il parle de leadership, mais il donne un peu les qualités en gestion de crise de quelqu'un qui est leadership ou coordinateur dans la cellule de crise. Donc je pourrais plus les nommer pour peur de dire une bêtise, mais en gros, il y a cette notion de facilitateur, et donc après, c'est quand même à nuancer avec ce que je vous disais par rapport aux phases, où parfois on aurait plutôt tendance à avoir différents types de management par rapport à la situation.